Bonjour les amis, bienvenue dans ce résumé du chapitre 3 du livre d'Arthur Firstenberg, The Invisible Rainbow, l'arc-en-ciel invisible en français. Alors nous continuons aujourd'hui de voyager dans ce passé électrique, oublié et ou totalement méconnu. Alors pour suivre cette saga, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche aussi, comme ça vous serez averti des nouvelles publications. Allez, perdons pas le temps, chapitre 3, première partie, le chapitre s'appelle « Sensibilité électrique ». Dans une lettre à Benjamin Franklin, le botaniste français Thomas-François Dalibard écrit qu'il en a presque fini avec les expérimentations électriques. Il produit cet écrit au temps de l'électricité statique, pas à celle des courants alternatifs et des ondes radio. Dans sa lettre, il poursuit la description d'un des chocs reçus lui ayant attaqué le système nerveux, ce qui lui produisit des tremblements convulsifs. Dalibard n'était pas le seul dans ce cas. Nous verrons ici une liste tirée du chapitre qui est non exhaustive. Benjamin Wilson en 1752 avec son Treatise on Electricity, un traité sur l'électricité. Il participa particulièrement à rendre l'électricité populaire en Angleterre. Lui se plaignit de multiples troubles inhabituels après ses expériences. Ensuite, nous avons Johann Doppelmayr, qui sortit en 1744 le premier livre en langue allemande dédié à l'électricité. Il fut nommé le premier martyr électrique. Professeur de mathématiques à Nuremberg, il poursuivra avec entêtement ses expérimentations et mourra en 1750 à la suite d'une de ses expériences. Ensuite, nous avons Jean Morin, un professeur de physique au Collège royal de Chartres et auteur en 1748 de nouvelles dissertations sur l'électricité. Il se blessa avec de l'électricité statique. Ce sont ici trois scientifiques qui ont contribué à la naissance de la révolution électrique, sans pour autant jamais n'y avoir participé complètement à cause de ces expériences malheureuses. Même Benjamin Franklin développa une maladie neurologique chronique qui débuta pendant sa période de recherche électrique. Bien qu'il souffrait de la goutte, ce dernier souci l'inquiétait beaucoup plus. Ces réactions ne furent en aucun cas confinées aux scientifiques seulement. Ce qui est aujourd'hui su par quelques rares médecins était universellement connu par les électriciens du XVIIIe siècle et les électrothérapistes du XIXe siècle qui les suivirent. L'électricité avait des effets secondaires et certaines personnes y étaient, et ce de manière difficilement explicable, beaucoup plus sensibles que d'autres. Écoutons Pierre Berthelon, un physicien du Languedoc en 1780. Il y a des personnes sur lesquelles l'électricité fait les plus grandes impressions. Un petit choc, une petite étincelle, même les plus faibles soient-ils, produisent des effets profonds et durables. J'en ai trouvé chez lesquels des opérations électriques fortes ne produisirent aucune sensation du tout. Entre ces deux extrêmes s'insèrent les nombreuses nuances qui correspondent aux diverses individualités que comprend l'espace humain. Très peu de scientifiques tentèrent d'expliquer ces différences marquantes. Ces observations étaient simplement reportées comme des faits simples, tout comme on reporte un homme qu'il est gros ou mince. Même l'abbé Nollet, évangéliste zélé de l'électricité, avertit des nuances de sensibilité dès le début de sa campagne. Il écrivit en 1746 que les femmes enceintes particulièrement et les personnes fragiles ne devraient s'y exposer. Aussi, un autre type d'information fut relevé, comme celle du médecin William Stockley en 1749, un habitué des effets collatéraux de l'électricité. Il remarquait en effet qu'après le tremblement de terre du 8 mars 1749 à Londres, certaines personnes avaient ressenti des douleurs articulaires, des rhumatismes, céphalées, maux de dos, troubles nerveux et hystorie, exactement comme les effets de l'électrification relevés à cette époque. Il conclut quant à lui que les phénomènes électriques devraient jouer un rôle important dans les tremblements de terre. Revenons à notre grand aventurier Humboldt, déjà mentionné dans le second chapitre. Il remarqua aussi la grande variabilité des sensibilités selon les individus. Le terme actuel de sensibilité électrique, utilisé de nos jours, révèle une vérité, mais cache toutefois une réalité. La vérité est que tout le monde ne conduit ni ne sent l'électricité de la même façon. Si la majorité des gens étaient conscientes de ce vaste spectre de sensibilité, ils auraient raison d'être étonnés tout comme Humboldt le fut, et moi-même, dit l'auteur. La réalité cachée est que l'électricité fait toujours partie de nous et est une parcelle vitale de nos êtres.
aussi nécessaires à la vie que l'air et l'eau le sont. Il est autant absurde de penser que l'électricité ne nous affecte pas car nous ne la sentons pas, tout comme il est absurde de penser que notre sang ne circule pas dans nos veines car nous ne le sentons pas réellement. Aujourd'hui, les électrosensibles se plaignent des lignes de tension, des ordinateurs et des téléphones portables. La dose d'énergie électrique déposée dans nos corps par toutes ces technologies sont ô combien plus grandes que ces machines d'antan qu'utilisaient les électriciens du XVIIIe et XIXe siècle. Le téléphone portable moyen dépose environ 0,1 joule d'énergie par seconde. En une heure sont ainsi déposés 360 joules. Comparons alors cela avec le maximum d'une décharge d'une bouteille de Leiden de 0,1 joule. Même la pile de Volta, attachée alors à une de ses oreilles lors d'une expérimentation, ne pouvait délivrer plus de 150 joules par heure. Considérons également qu'une charge statique de milliers de volts est accumulée sur la surface de nos écrans d'ordinateur, vieux comme récents, et qu'une partie de cette électricité rentre dans nos corps. Les charges sont sûrement moins fortes que celles délivrées autrefois par l'appareil mis au point par Benjamin Franklin dénommé le bain électrique. Cependant, personne n'y était confronté alors 40 heures par semaine, contrairement à nous et nos écrans de nos jours. L'électrothérapie est en fait un anachronisme. Au XXIe siècle, nous baignons tous dans ce magma électrique. Même si par le biais d'un certain usage cela a pu être bénéfique, il en est tout autre chose d'un bombardement permanent. Les chercheurs d'aujourd'hui essayant de déterminer l'effet de l'électricité sont un peu comme des poissons cherchant à déterminer l'impact de l'eau sur eux. Leurs prédécesseurs du XVIIIe siècle étaient en bien meilleure position pour observer ces effets, avant que le monde en soit inondé. Jean Morin, qui stoppa de se soumettre lui-même à l'électricité aux alentours de 1748, mit aussi ses effets délétères en valeur et dans le détail. Il reporta par exemple le cas d'un jeune homme dans la trentaine qui, après avoir été électrifié, souffra d'une fièvre de 36 heures et d'un mal de tête de 8 jours. Il dénonça l'électricité médicale, concluant de par ses propres expériences sur les gens souffrant de rhumatisme et de gouttes, qu'ils souffraient tous plus après coup. L'électricité amène avec elle des symptômes dont il n'est prudent d'en exposer les gens, car il n'est pas toujours aisé de réparer les dégâts, dit-il. Il désapprouva particulièrement l'usage de la bouteille de Leiden dans un contexte thérapeutique, racontant l'histoire d'un homme atteint d'eczéma sur sa main, qui après un léger choc de cette bouteille endura une douleur s'étalant sur plus d'un mois. Jean Morin, qui était électrosensible, et l'abbé Nollet, qui ne l'était point, s'opposèrent à couteau tiré quant à l'avenir de notre monde, et ce, à ce moment même de la veille de l'ère électrique. Leurs débats se déroulèrent publiquement dans les livres et journaux de leur temps. L'électricité était plus que tout, à cette époque, connue pour être une propriété du vivant et d'être nécessaire à la vie. Morin pensa l'électricité telle une sorte d'atmosphère, un souffle entourant le matériel vivant, incluant tout corps vivant et qui se communiquait à proximité des autres. Il était alors apeuré par la notion de l'abbé Nollet, pour qui c'était plus une substance volant d'un endroit à un autre, désormais capturée et pouvant être utilisée et envoyée partout dans le monde à volonté. Ce débat commença en fait dès 1748, soit 2 ans avant la création de la bouteille de Leiden. Comme d'autres prophètes ayant mis en garde au lieu de louer les louanges des nouvelles technologies, Morin n'était pas le scientifique le plus populaire de son époque. On relèvera même un historien moderne traitant Morin de critique pompeux, de gladiateur, s'érigeant contre le visionnaire Nollet. Mais les différences entre les deux hommes concernaient surtout leurs théories et conclusions, pas leurs faits. Car les effets de l'électricité étaient alors connus de tous, et il continua d'en être ainsi jusqu'à la veille du XXe siècle. Passons désormais à un court sous-chapitre de cette 3e partie du livre, qui se nomme « Sensibilité à la météo ». Très intéressant. Contrairement à la sensibilité électrique, l'étude de la sensibilité à la météo des humains remonte à plus de 5000 ans et s'est établie en Mésopotamie et possiblement en Chine et en Égypte. Dans son traité écrit en 400 avant l'ère chrétienne, Heure, eau et lieu, Hippocrate disait que la condition humaine était largement déterminée par le climat de l'endroit où l'on vivait. En fait, cette science appelée biométéorologie renferme un secret de polichinelle. Quelque 30% de la population, peu importe leur origine ethnique, sont sensibles au temps et par conséquent, selon certains manuels, sont électrosensibles.
Dès 1958, la Société internationale de biométéorologie à Leiden et un de ses groupes d'études se livrèrent à d'intenses recherches sur le biomagnétisme et la bioélectricité, et ce jusqu'à ce que les compagnies de téléphones portables firent pression pour répudier toute une recherche scientifique bien établie à ce sujet. Nous faisons une grande injustice aux patients électrosensibles quand nous les traitons comme des patients psychiatriques. C'est ce qu'écrivit en 1980 Gad Suleman, un médecin du centre médical universitaire Hadassah à Jérusalem et président de l'unité de bioclimatologie à l'université de médecine. Il étudia 935 patients sensibles à la météo sur une période de 15 ans. Une des découvertes les plus fascinantes fut que plus de 80% de ces patients pouvaient prédire les changements météorologiques 12 à 48 heures avant qu'ils ne se produisent. Suleman écrivit qu'ils étaient tous sensibles aux changements électriques précédant le changement de météo. Ce domaine de la biométéorologie rentra alors en collision avec une sorte de dynamo technologique émergente. Si un tiers de la population est sensible aux courants doux des ions et subtils caprices électromagnétiques de l'atmosphère, qu'en est-il alors des flots incessants d'ions provenant de nos écrans d'ordinateur et de ces tempêtes d'émissions venant de nos téléphones, tours radio et autres lignes électriques? En septembre 2008 à Tokyo, lors du Congrès international de biométéorologie, Hans Richner, professeur à l'Institut fédéral suisse de technologie, délivra ceci en essence. Parce que les téléphones portables ne sont pas dangereux, et parce que leurs champs électromagnétiques sont beaucoup plus forts que ceux de l'atmosphère, les décennies de recherche se sont trompées et les biométéorologistes devraient s'arrêter d'étudier les interactions entre les humains et les champs électriques. En d'autres termes, ce qu'il disait, c'est que puisque nous utilisons tous des téléphones et que nous les pensons sécures, alors tous les effets de simples champs atmosphériques sur les plantes, animaux et humains observés dans des centaines de laboratoires n'auraient pu se produire. La méthode scientifique a été abandonnée, dira le chercheur biométéorologique Michael Persinger. Arc-boutés à leurs machines, qui nous feraient rire aujourd'hui, beaucoup de chercheurs tentèrent alors à l'époque de comprendre ce phénomène électrique sur le vivant. Le circuit électrique créé par les machines des siècles passés était comme un microcosme du grand circuit créé par les cieux et la terre. Et les chercheurs du XVIIIe siècle n'étaient en fait pas les premiers à découvrir cela. Le modèle chinois, formulé dans le classique de médecine interne de l'empereur jaune, écrit au IVe siècle avant Jésus-Christ, est similaire. En fait, si l'on comprend le qi comme électricité, et le yin et le yang comme le négatif et le positif, le langage est alors identique. Je cite, « Le yang forme les cieux et le yin forme la terre. Le qi de la terre monte et se transforme en nuage, pendant que le qi des cieux descend et se transforme en pluie. » Lord Byron, Christophe Colomb, Dante, Charles Darwin, Benjamin Franklin, Goethe, Victor Hugo, Leonardo da Vinci, Martin Luther, Michelangelo, Mozart, Napoléon, Rousseau et Voltaire sont parmi ces individualités connues qui sont des météosensitifs et par conséquent des électrosensibles. Merci d'avoir suivi cette troisième partie. Pour connaître la suite, je réitère ce que j'annonçais au début de ce podcast, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Alors dans le chapitre 4, nous verrons dans quel contexte la pile d'Alessandro Volta, donc le volt vient de son nom, donc dans quel contexte en fait cette pile fit son apparition, ainsi que la dichotomie des visions sur l'électricité et le vivant au XVIIIe siècle. Voilà, ce sera la dernière partie consacrée à ça. Ensuite, je voulais vous dire que le résumé du chapitre 4 sera court, et nous passerons alors au chapitre 5 qui va être gratiné parce qu'on commencera à traiter des observations de maladies chroniques déjà observées au XIXe siècle, notamment dans le cadre de l'arrivée du télégraphe. Aussi, je me permets rapidement de vous rappeler l'importance capitale de ce livre. Au fur et à mesure des chapitres, vous prendrez conscience de l'ampleur des conséquences sur le vivant de cette substance électrique, tout du moins de la manière dont nous l'utilisons actuellement, ou devrait-on dire telle que l'on l'a fait utiliser en fait. Voilà. Allez, bonne journée, bonne soirée et prenez soin de vous. Ciao ciao.